Bonsoir, bienvenue dans l'émission Haïti Sakapkuit. Invité nous à Soya, c'est le directeur général Konatel là. Avec lui, nous allons aborder plusieurs points d'actualité. Un point d'actualité, c'est causer retransmission mondiale Russie 2018 là. Puisqu'on connaît des fois, ils souvent critiquer nous en Haïti, nous fonctionnons comme un pays pirate. Parce que des fois, on a regardé des chaînes de télévision, tout le monde connaît, et puis, chaîne n'a pas passé sur l'autre chaîne de l'autre côté, alors que nous n'avons aucun droit de transmission sur match, quitte c'est dans la Liga, quitte c'est dans Ligue des Champions, quitte c'est championnat en Angleterre ou en Italie. Est-ce que nous achetons des droits d'auteur pour nous passer, les gens nous passent dans les arts, même médias l'État, télé national, est-ce que vous avez droit de retransmission sur le jeu de match? C'est ensemble de points pour nous aborder ensemble avec le directeur général Konatel là. Déjà, nous dit, M. Jean-David Godé, bonsoir, merci, comment est? Bonsoir, M. Giffra, et merci pour l'opportunité que vous offrez encore une fois pour communiquer sur les actions que le régulateur a fait au jour le jour. Et dans la mission que l'on gagne pour gérer les questions de télécommunications, la technologie de l'information et de la communication dans le pays. Et ça fait deuxième intervention que j'ai gagnée dans l'émission Sakapkuit en un an. Je suis capable de dire, et je suis content que nous changer de corps. Ça veut dire que nous avons institutionnalisé de plus en plus et c'est de bon augure. Merci. Et par contre, si question de retransmission encore saute. Nous avons une question de retransmission, parce que c'est lui qui était une principale question. Mais semaine passée, tout le monde dit que Konatel a fait des radios, des gens parlent en pile qui fait ça. Radio ne fait mais qui radio, directeur? Bon, c'est des radios qui n'ont pas gagné autorisation de l'État pour fonctionner. Ça n'est les radios pirates. Okay. Et dans le plan d'action que nous avons tête, nous, le secteur radiodiffusion, c'est un secteur que nous voulons entrer dans le fonctionnement régulier, harmonieux, et pour les capables de bénéficier à l'ensemble de la population, à non seulement opérateurs de radiodiffusion, mais à l'ensemble de la population et à pays. Le diagnostic que nous avons fait dans tout premier moment rentré, c'est que les bandes FM, les polluées par un ensemble de radios qui n'ont pas gagné autorisation de l'État pour fonctionner. Pour tout le pays, pas pour la capitale nationale. Pour ensemble pays, qui n'ont pas gagné autorisation du ministère de l'Intérieur pour fonctionner, qui n'ont pas gagné assignation de Konatel, qui monter, approprier en fréquence, monter son site, et puis il a diffusé. Et avec des conséquences, la plupart du temps, est très grave. Première conséquence, c'est l'interférence qui a causé à l'autre station de radio qui est régulièrement installée, qui paye doyo, qui bénéficie de l'autorisation intérieure, qui bénéficie de l'assignation Konatel. Et certaines fois, ils ont causé des interférences à l'autre système de communication, notamment communication aéronautique, avec tout le danger que nous connaissons que ça représentait. Par exemple, pilote d'avion voulu communiquer avec un opérateur de tour de contrôle et puis c'est une radio, c'est musique que y attendait sous Chanel. Donc l'autre conséquence tout c'est que des unités de police doivent communiquer et puis c'est une station pirate qui montait sous l'île. Nous enregistré situation ça déjà. Combien de familles déjà radio pirate? Plus d'une vingtaine, non seulement dans la zone métropolitaine mais encore dans l'autre département, dans la Tibonite, dans le sud-est. La semaine dernière, c'était dans le nord, que nous fait une mission et puis nous identifier 3 stations de radio qui étaient en situation irrégulière sous site que nous étions allés, c'est sous site Vigia. Et puis, nous faisons ça que la loi nous fait. En général, on fait des radios comme ça, qu'on a des plein, qu'on a fait des radios communautaires, c'est pas politique, et radio a dit la servi pour nous bien pour nous faire, mais qu'on a pas pris en considération depuis radio illégale, les pirates n'en fait même. Absolument, nous sommes parlé de conséquences et nous ne sommes pas capables, en tant que responsables, prendre risque pour que une radio pirate soit capable de causer chute un avion
avec conséquences qui gagnent en vie humaine, avec conséquences que ça gagne sous, nous avons dit infrastructure aéroportuaire qui t'a risqué dans la situation ça, ouais, que les dégradé au niveau international et que, par exemple, déjà, et songer ça là, où tu as besoin, par exemple, aller aux États-Unis et puis c'est en République dominicaine qu'on est obligé de passer parce que l'infrastructure là n'est pas fiable. Okay? Donc, en tant que responsable, nous, nous un agenda pour nous combattre la piraterie hertzienne et audiovisuelle là, et nous avons de plus en plus de moyens pour le faire de manière systématique. Combien de radios qui légalement fonctionnaient dans Port-au-Prince et combien de radios qui légalement qu'on a reconnaître qui fonctionné dans tout le pays? Nous gagnons pour zone métropolitaine environ une centaine. Je crois que dans nos cahiers, c'est 105 radios qui sont recensées comme étant en situation régulière, je ne vais pas dire légale. Okay. Et parce que nous faisons une nuance entre ces radios qui sont légales et radios qui sont régulièrement installées. Quelle différence qui est une radio légale, qui est une radio en situation de fonctionner? Il faut que, d'après ça, la loi dit que les signer un contrat de concession avec l'État. La plupart de radios que nous avons et télévision, nous pas dit la plupart parce que nous qui est quand même souscrit à des marches pour signer un contrat de concession. La plupart pas un contrat de concession? Non. On connaît la plupart des Pifona. Ouais. Donc c'est pour ça que dans l'agenda que nous avons pour régulariser la situation et radio, mettez en conformité légale, nous entreprenons ceci conjointement avec l'association de médias, pour nous mettre en œuvre et en vigueur le contrat de concession qui doit régir les rapports entre l'État et ses opérateurs. Et qui les radios ont régulièrement fonctionné alors que n'y pas gagné un contrat de concession, mais pas pirate pour autant. À partir du moment où il bénéficie d'une autorisation du ministère de l'Intérieur et il gagne assignation de fréquence formellement faite par le Conatel, il en situation régulière pour fonctionner. Ça veut dire qu'il n'est pas illégal? Non. Il n'est pas illégal qu'on n'a pas fait rien parce que tout le bagage en forme, tout le bagage enregistré doit fonctionner. Sauf que Conatel a manqué provision pour le bal toute protection que l'État capable besoin. Mais dans le cas ça, qui est important, c'est le contrat de concession? Le contrat de concession, il y a des clauses techniques et des clauses administratives là-dedans. Et clauses techniques, ils ont déterminé les conditions techniques selon lesquelles la radio a fonctionné. Niveau de puissance et site, localisation de site côté la périmètre là. Et si d'aventure radio ça a gagné une interférence qui affecte lui, nous en situation de garder terme assignation et puis garder source interférence, cause interférence et agir pour protéger l'opérateur ça que nous fait droit à assignation. Je suppose que le contrat de concession ça va gratis. Bon, toute concession assujettie à des clauses, des dispositions financières également, et le bon principe que l'État abdique le droit d'opérer en faveur de certains exploitants et en conséquence, il y a des redevances que l'exploitant gagne pour l'État. Et bon, certaines fois, c'est irritant qu'on chita dans le niveau de redevance, dans le montant de redevance. Combien de redevances il y a actuellement là? Il n'est pas fixé par la loi. La loi Baye-Conatel, dans l'article 117 et loi 77, là, pour lui proposer à ministre de tutelle un barème de redevance pour tout service télécommunication. Et à partir du moment où le ministre a adopté, il fait loi, il fait foi. Donc, à date, les radios ne sont assujettis au paiement d'aucune redevance, puisque, comme on a parlé, c'est à l'intérieur du contrat de concession que l'on prend en compte les questions de redevance. Mais nous dit que si on analyse que nous avons fait, on suppose que c'est en termes de pourcentage et de chiffre d'affaires opérateurs et qu'on établit. Si par exemple, vous dites c'est 1,5% de chiffre d'affaires, là, si c'est 100 gouttes, l'IFE, là, bas l'État, 1,5 gouttes. Si c'est 100 000 gouttes, là, bas 1500 gouttes. Ouais, donc, c'est comme ça fixé. Et c'est un ratio que la pied. Comment le était avant? Est-ce que c'est chaque directeur qui vient, il est capable, à discrétion directeur, pour qu'il change le droit de concession? Non, nous parlons de barème de redevance au titre de la loi. Donc, le régulateur fixe le barème de redevance. Une fois pour toutes? Le ministre l'adopte
peut-être un conseil des gouverneurs, l'a publié dans le moniteur, et puis le ça, c'est un outil que le régulateur a utilisé pour faire régulation. Non, mais est-ce que, au moment où directeur général, directeur général Konatel, est capable d'augmenter et redevancer ça? Le secteur télécommunication, c'est un secteur qui est dynamique, qui a des exigences qui a fait jour de temps en temps, qui demandait des adaptations. Adaptations pas seulement dans le niveau technique, mais dans le niveau régulation en tout, et dans le niveau financier. Pour exemple, c'est pour répondre à une demande de protection de l'opérateur par rapport à l'interférence. Ça demandait une mission technique. Mission technique, ça prend une machine, ça prend gasoline, ça prend mobilisation, par exemple, la plupart du temps, de l'appareil judiciaire, un juge de paix, etc. Donc, il faut des moyens pour capable faire régulation effectivement. D'où nécessité qui a pour que il y ait des ajustements qui fait en dans barème de redevance là. Il pas concerné seulement ratio que n'a parlé à. Le pourcentage sur le chiffre d'affaires que un opérateur a gagné pour le bail d'État, il concerne également droit fréquence. Je comprends, c'est que tu as une redevance qui était fixe pour tous les médias et que l'administration a voulu augmenter, si je comprends bien. Non, c'est pas. Il n'y a pas eu de redevance jusque-là de payer par les opérateurs et à l'État. Nous connaissons que annuellement, il y a des radios qui payent, c'est certaines administrations qui montaient là leur discrétion. Ils passaient 3 000 gouttes, 15 000 gouttes, etc. Mais il n'est pas reflété, ce n'est pas inscrit dans un barème de redevance. Nous-mêmes, nous voulons des outils pour nous faire régulation de manière ordonnée. Ça veut dire avant l'administration, vous devez payer entre 3 000 à 15 000 gouttes là. Oui. Pour nous là, ou même vous voulez faire payer en fonction de chiffre d'affaires, si vous comprenez bien. Nous voulons actualiser le barème des redevances pour que l'opérateur, non seulement, soient capables de fonctionner avec la garantie de la protection des régulateurs, quant à n'importe qui, ça qui est capable d'affecter. On prend exemple interférence. Il y a des opérateurs de radiodiffusion qui disent que nous sommes capables de capitaliser, par exemple, sur des ressources que l'autre service est capable de payer pour nous capables de garantir la protection. C'est comme si, ou tu as capable de dire, c'est des redevances croisées. Et que le tacaillé, tel service payé pour tel autre. Mais dans le principe, ce n'est pas ça lié. C'est tout opérateur de quelques services que le cahier assujetti à paiement de droits et redevances et que l'exploitation secteur a demandé pour le pays. C'est dans le niveau ça, l'administration dans la tête et Konatel, a parlé avec les responsables de l'opérateur pour que pas de bouche ouvre dans niveau ça. Absolument. Et si le barème des redevances que nous avons adopté le rentrée et pas en application aujourd'hui, c'est parce que nous en concertation permanente avec opérateurs par le biais de associations qui représentent nous entendons au début de l'exercice fiscal pour que c'est avec la signature de contrat de concession qui était supposé faire en janvier, d'ailleurs, que le barème de redevance est rentré en application. Donc, il y a des discussions sur ça. Mais il faut dire, là, c'est extrêmement important que je me dise ça. Et pas rien de prohibitif à l'intérieur de barème que nous appliquons. Dans le principe, comme nous dit, il faut qu'il y ait des redevances que l'opérateur gagne pour payer l'État pour licence que et puis il y a des droits. Et dans le contrat, dans le barème de redevances que j'ai proposé au ministre, il s'agit du paiement mensuel de 10 000 goudes par opérateur de radiodiffusion pour la zone métropolitaine. DG, vous êtes dans 3 000 à 15 000 gouttes là, vous tombez dans 10 000 gouttes chaque mois? Oui. Ce n'est pas prohibitif, nous devons admettre, parce que même 10 000 gouttes ça, que vous payez mensuellement, la plupart là-dedans bénéficient
ma part, SOR, m'ta dit au quintuple. Puisque si vous me faites un sport, SOR, pour me payer au-delà de coût mensuel qu'on va parler là. On ça. Bon, en tout cas, on est dans le niveau ça, on va discuter avec les responsables et opérateurs qui a payé trafiquer sur le système et sur le réseau pour qu'ils soient capables de jouer des solutions. On nous jamais dans notre point qui c'est retransmission match. Quitte ces matchs et basket, puisque nous avons un contexte mondial, Russie 2018 là, et qu'on a-t-il pour nous dans ça, dans le droit de transmission? Et qu'on a-t-il, selon, ça m'a dit, pratique et administrative qui existait, c'est lui qui signait pour le compte de l'État, contrat pour droit de retransmission de mondial. Et en 2014, selon ce que les dossiers de la Conatel peuvent attester, c'était 2 millions de dollars que l'État a payé pour les droits, globalement. 2 millions de dollars. Oui. Et c'est le Conatel, l'État a payé ses droits par le biais du ministère des Finances, mais le contrat de constitution, c'est le Conatel pour l'État ici. Année ça. Cette année, les droits de retransmission ont été attribués par la FIFA pour la zone Amérique latine et Caraïbes à DirecTV. Qui a sous-traité ses droits avec une compagnie caraïbéenne qui relève International Media Content, qui lui-même fait nous connaître que les gagnants ont un représentant sur le terrain qui peut négocier et doit ça avec nous. Et originellement, alors, là, nous tapons initier négociation avec DirecTV, il était question que c'était même comme que l'État a payé il y a 4 ans, que il a payé. Au contraire, il a gagné même possibilité que l'État baissé, parce que tu parlé de 1,8 million de dollars que l'État a payé pour le payer, mais c'était en vent et en échéance donnée. Étant donné que l'échéance ça, nous pas capable véritablement Kimbeli. Et donc, nous, tu pensé que. Nous avons dit une échéance de c'est-à-dire avant janvier, par exemple. Avant janvier, si on avait plus. Oui. Faut nous là. Donc, comme nous ne pouvons pas nous allons payer plus. Non, l'État était censé rester dans le niveau que nous avons payé. 1,8 million, aux environs de 1,8 million de 2 millions. Oui, que nous avons payé en 2014. Mais maintenant que il y a des intermédiaires, de nouveaux intermédiaires qui entrent dans le dossier, on va parler de compagnie caribéenne que la DirecTV sous-traité doit avoir pour la zone caribéenne et intermédiaires que compagnie ça va être sur le marché haïtien pour faire négociation avec l'État. Donc il y a un risque que le coût a augmenté. Combien de arrivé? Il y a une proposition qui nous a été faite et par cet intermédiaire de l'ordre de 2,5 millions de dollars, mais qui est en discussion. Oui, qui est en discussion fondamentalement parce que qui est capable idéalement c'est à 2014, même janvier 2014. 2 millions. C'est idéalement, c'est ça. OK. Bamjo. Ça qui empêché tous les médias en Haïti yo juste aller sur une cap nous là nous prend média nous prend une chaîne sport yo nous va faire nous ça pas payer 5 euros. Eh bien, média ça risque que International Media Content qui dans Caraïbes qui est acheté droit dans DirecTV, attaquer l'injustice et pour utilisation illégale de droits. Bonne qu'on fait ça déjà, j'aime attaquer l'injustice. Bon, c'est un risque un pays pas tadoué courir. Est-ce vrai? Il est vrai que nous n'avons pas un système de droit d'auteur qui est actuellement stable et viable, mais nous devons aller vers et ça, pour ne pas affecter la réputation internationale du pays. Maintenant, l'État haïtien, à travers Conatel, fin acheter droit de retransmission ça. TNH gagne, pas vrai? En principe, c'est TNH qui est premier bénéficiaire, si vous comprenez bien. Et l'autre média privé, ils viennent acheter dans nous, ils ont combien nous? Dans la pratique, ces droits bénéficient à l'ensemble des médias.
Et il y a eu un contrat avec ces médias en 2014 disant que 20% des recettes publicitaires découlant de l'exploitation de ces médias t'a retourné à l'État pour compenser l'investissement ça qui était fait là. Et bon, nous t'as peut-être doué reproduit même clause là. SOR, et cette fois-ci, mettez des mécanismes en place qui permettent que l'État véritablement rentre ces 20% des recettes publicitaires associées à l'exploitation de ces droits. Nous partons en retard sur la planification, puisque le mondial là, c'est pratiquement demain. On t'a dit oui, dans le sens que si effectivement, depuis avant janvier, nous avons négocié, nous avons économisé près de $200 000 sur ces droits. Nous peut-être pas obligés de gagner intermédiaire ça. Et nous en retard dans le sens que si il y a une distribution de décodeurs qui pour faire aux différents médias, il y a toute une logistique qui pour mettre en place. Mais nous travaillons quand même avec même opérateur de distribution de droits SOR, et nous pensons qu'une fois ces contrats signés, opérationnalisation de l'exploitation de droits n'est pas poser une trop grande difficulté. Tout à fait. Nous allons aborder notre dossier dans le qui était retransmission mondiale là, mais ça qui empêche Konatel, qui c'est interface l'État par rapport à opérateurs privés et même pardon, sur le plan international. Il fixe les règles là. Il dit médias locaux, macho, mais comment on doit passer. Quitte c'est dans Liga, quitte c'est dans l'autre championnat européen, sans que nous pas besoin de trouver une situation pour nous pirater notre chaîne pour nous bras. Puisque quand même, si il y a pris l'injustice, l'État haïtien a payé. Si on instance nationale a pris l'injustice, l'État haïtien a impliqué. Absolument. Donc, nous avons BHDA, Bureau haïtien de droit d'auteur, qui gagne réédition de comptes à l'égard de questions de droit d'auteur dans les pays. Et il n'empêche que Konatel a travaillé avec elle pour que, surtout dans le contexte et passage à numérique là, qui peut permettre que le mode d'exploitation ça a fait. Parce que l'opérateur de la plateforme de diffusion pral lui-même gagner pour rendre compte à régulateur par rapport au programme que l'a diffusé. Donc, une station de télévision pas capable de prendre un programme de l'autre station de télévision pour le voyer le bail opérateur de diffusion. Donc, dans le contexte numérique, là, nous pral entrer de manière sérieuse dans les questions et droit d'auteur, gestion de questions ça. Et le Konatel a travaillé avec BHDA pour que l'ICA fait dans les meilleures conditions possibles. Pendant nous dans le numérique, là, ça fait longtemps. Nous avons parlé de changement de analogue vers numérique là, dans ça qui gagne en télévision. Et nous avons parlé avec plusieurs directeurs qui étaient passés avant, qui Monteil, qui étaient déjà là parler de l'idée ça. Comme d'ado, là, il n'a pas qui passe sur place ensemble avec lui. Nous, en retard, pratiquement dans toutes les zones, sur de changements vers analogue et à numérique là. Je ne peux pas dire ça. Ouais, je ne peux pas dire qu'on est en retard. On prend voisin de la République dominicaine. Il est toujours analogue. Oui, il baille tête comme échéance pour en 2020, il boucler agenda de transition et pas là. Donc, nous ne pouvons pas dire qu'on est en retard. Il est vrai que nous avons commencé il y a 6 ans. Et de cela, mais il y a un pile de travail qui est fait en agenda ça. De qui point là? Et si... Parce que, une seconde, nous sommes tellement concentrés pour nous faire, tu même des promesses, nous changeons au directeur qu'on a tel fait, qu'on a l'État haïtien, pour mettre des télévisions et flat screen pour la population, parce que gros télévision, gros derrière, pas capable d'aller vers le numérique. Tu as des promesses que tu as fait, parce que c'est-à-dire, c'est le moment d'adieu, nous comme quoi avancer dans le niveau ça. C'est un agenda qui est assez structuré. Ouais. Et il y a un comité technique que Konatel mettait sous pied, c'est sous l'administration Jean-Marie Guillaume qui était venu après l'administration Montaigne-Marcelin que vous avez mentionné là, et qui était initié d'ailleurs et processus là. Eh bien, le comité, ça, tu as d'abord pour valider normes qui ont été choisies pour les transitions. Parce que, dépendamment de normes, c'est toute chaîne de
d'équipement, de caméras jusqu'à récepteurs qui tapral en question. On suppose que, par exemple, vous avez choisi une norme japonaise. Donc, vous êtes obligé d'utiliser des caméras qui liées à la norme ça. Et si vous avez utilisé d'autres équipements, vous avez besoin des interfaces qui fait que l'exploitation est beaucoup plus coûteuse pour vous. Donc, le choix norme est déterminant. Et nous, après une visite que nous avons faite dans FCC, qui est régulateur américain de télécommunications, nous avons adopté une norme américaine dans sillage norme pour zone que nous avons utilisé dans l'exploitation analogique déjà. Norme que nous avons utilisée c'est NTSC, qui c'est la norme pour la zone américaine. Donc la norme qui a été retenue, et c'est pour le numérique, c'est le ATSC, qui est pendant numérique de norme analogique NTSCA que les États-Unis ont utilisé, que la République dominicaine va l'utiliser, que le Mexique, et d'ailleurs dans le déploiement que l'a fait là actuellement, a utilisé. Donc une fois qu'on a fini de choisir une norme, il était important que nous et garder qui stratégie de déploiement que nous avons gagné. Et bien, pile travail fait dans le contexte ça, qui te permet nous quand même une expérimentation que nous faisons avec la télévision nationale d'Haïti sous chaîne d'Islam, par contre si ça. Et donc expérience ça en phase d'évaluation. Peut-être que dans le contexte mondial là, nous sommes capables exposer davantage et pour permettre que la population ait bénéfice qui est capable d'associer à passage à numérique là. République dominicaine va être légion sur dit là jusqu'à 2020 pour le faire et transition ça. Et nous-mêmes qui limite nous déjà adopté nous avons expérience pilote, ça veut dire que nous avons adopté nous avons cadré les modalités techniques de déploiement de la télévision numérique. Mais la stratégie n'est pas seulement chita sous modalité technique. Il gagne par exemple pour prendre en compte population qui gagne télévision analogique toujours et possibilité pour accéder à décodeurs et dépendamment de coûts que décodeurs ça gagne. Bon, un élément de politique publique qui est associé à l'agenda ça, c'est que l'État a allé et subventionner des décodeurs pour des foyers défavorisés. Donc ça prend une ligne budgétaire, ça prend une planification. Donc il faut dire que le gouvernement avait adopté un mécanisme pour que différents éléments de politique publique soient capables de prendre en compte. C'est un comité interministériel sous l'égide de la primature qui t'a supposé chaque ministère pour ça qui concerne le ministère des Finances par exemple pour cette ligne budgétaire qui se rapporte à la subvention, ministère de la Communication pour question contenu, ministère des Travaux publics pour question infrastructure en lui-même. Donc comité interministériel ça existait et Konatel qui a animé groupe technique sectoriel là pour alimenter décision que nous avons bien pour que la stratégie soit capable d'implémenter. Donc, nous pouvons être nous limite. Nous pas besoin, et ça me dit dernièrement dans l'atelier que nous avons fait dans BRH là, tête nous une échéance, nous ne pouvons pas entrer dans une compétition d'échéance avec l'autre pays. D'ailleurs, pour ce qu'il s'agit de la République dominicaine, nous avons une coordination aux frontières pour nous faire avec eux pour question fréquence qui a utilisé dans le contexte numérique. D'accord? Donc, si on a été aux échéances 2020, et nous sommes capables de calquer échéance pas sous l'île. Il n'empêche que nous-mêmes, dans la mise en place que nous avons pour nous faire, nous décidons, après l'atelier, à lancer très bientôt appel d'offres pour plateforme de diffusion. Ça veut dire que nous avons gagné un numérique qui a cohabité avec un analogique pendant un certain temps. Et une fois que l'ensemble des politiques publiques qui sont associées à passage au numérique la fine mettez en place, laissez ça nous capables d'éteindre le numérique là. Et puis il y a bien espace tout pour concertation avec les différents partenaires pour que tout problème qui pose soit capable de résoudre. Maintenant, on l'autre dossier encore dans Konatel qui est en souffrance depuis longtemps, c'est portabilité. Portabilité rapidement c'est ou conserver numéro par exemple c'est deux compagnies nous gagnent deux compagnies téléphone capté dans Haïti comme avec DSL numéro pas que tout le monde connaît
actuellement dans notre compagnie, je suis capable de changer dans l'autre compagnie sans que je ne pas changer le numéro qui vient entrer dans l'identité. Nous avons avec ça longtemps. Oui, c'est un outil de régulation extrêmement important, notamment pour question qualité de service. On nous dit ça déjà, parce que à partir du moment où l'opérateur connaît que si il va le payer là, qui est dans le service, il va changer l'opérateur, donc le ça, lui-même, il va assurer que le bail ait une meilleure qualité de service. Là, nous rentrons il y a un an de cela, et dans Konatel, agenda de portabilité, c'était un agenda mort que nous réactivons, réanimons, et nous demandons opérateurs néerlandais qui étaient gagnés l'appel d'offres que le Konatel avait lancé il y a 6 ans, 5 ans de cela. Pour question portabilité. Okay. Nous demandons pour le réévaluer et proposition que nous avons fait nous, okay, et pour nous être capable de relancer. Mais dans l'intervalle, les régulations sont pas qui très stratégiques. Ou pas capable de faire négociation sous cadre GLTE. Et puis, l'idée qui a lancé tout pour que tu aies gagné un troisième opérateur qui entre sur le marché et puis pour lancer comme ça un agenda de portabilité. Ouais, ou risque de déséquilibrer le marché. Il y a des ça pour un troisième opérateur entré? Oui, l'idée a. Il y a qui contacté déjà? L'idée a été émettre et l'idée a toujours sous tapis. Qui est-ce tapis comme ça? Non. L'idée de gagner un troisième opérateur émettre. Et ce n'est pas même administration pas qui initie. Moi, c'est que c'est un opérateur qui est déjà contacté formellement. Toujours gagner des opérateurs. Oui, toujours gagner des demandes. Vous n'avez pas quitté ouvert. Et parce que, j'aime ça dire, régulation sont pas stratégique ou pas capable, qui j'aime dire, sans évaluation économique, de l'impact économique, de entrer au nouvel opérateur. Et puis, il est vrai que tant que dans le fondamental, tant que gain plus et opérateur sur le marché, la plus pour nous, même consommateurs. Du coût à payer moins pour consommateurs et puis qualité de service capable de garantir au mieux. Mais on risque tout que pendant qu'on a fait venir un troisième opérateur, le marché a déséquilibré et puis ou est que ou retrouvons avec un monopole au lieu de duopole que là. Pas oublier nous avons Itel sous marché, nous avons Comcel, nous avons Digicel, nous avons Rectel, etc. À un moment de la durée, qu'est-ce qui s'est passé? La Digicel a absorbé la Comcel, n'est-ce pas? Et Itel a disparu quasiment. Donc, on vient retrouver avec la Digicel et la Natcom qui viennent entrer très tardivement par rapport à la Digicel sous marché, qui viennent faire qu'on ait une sorte de duopole, mais qui est biaisé parce qu'on a un opérateur dominant à 80% par rapport à l'autre là, qui gagne 20% de part de marché. Ouais. Donc, régulation gagne une dimension stratégique extrêmement importante et les décisions pas capables de faire. Mais en attendant, qui ça qu'on a fait pour le forcer opérateur là, qui c'est Natcom, qui c'est Digicel, pour améliorer le service à nous-mêmes qui c'est consommateurs, un service qui très souvent laisse à désirer. Oui, nous, c'est une... Nous comptons ça, quand même, au niveau de Konatel. Nous dit déjà sur le plateau, ça d'ailleurs. Nous dit que l'évaluation que nous faisons, a montré que nous gagnons une infrastructure de télécommunication au rabais. Nous dit le clé. D'ailleurs, le président de la République a demandé dans le moment de la durée pour nous faire cartographier l'infrastructure. Ça que nous faisons. Et cartographie, ça a révélé que nous avons une infrastructure de télécommunication qui est plus pauvre dans toute région et Caraïbes. OK? D'où les nécessités pour que nous consolider, renforcer et développer l'infrastructure ça parce que c'est une infrastructure essentielle déjà pour le monde aujourd'hui et pour le monde demain, c'est l'infrastructure incontournable du monde demain. Entre-temps, est-ce que vous n'avez pas dû faire pression sur la compagnie qui prend comme nous pour appel, pour Internet, pour bon nous bon service? Absolument, question, c'est pas pression que lié. Parce que comme moi dit déjà devant d'ailleurs en commission de la Chambre des députés, pas gagner un tournevis pour régler question qualité de service au niveau du régulateur. Qualité de service là, liée à infrastructure qu'on gagne. OK? Ça veut dire, je vais me dire DG, c'est Marie de nous prendre à l'agent d'hier. Non, absolument pas. C'est pas samedi. C'est pas samedi, M. Giffard. Dis-moi, qu'on y a là. Qui me clarifie. Élaboré. Et je pense que la population est très sensible à la question ça. Et compréhension que nous avons développé de lui pour déterminer gens et solutions pour sortir à problème. Allez-y. Nous dit que question qualité de service, là, n'est pas
capable de régler en un tour de main, du jour au lendemain. Okay? Nous gagnons une infrastructure de télécommunication et que nous héritons de l'IS. De par investissement qui était fait il y a 10 ans dans le secteur télécommunication. Je dis à la gagner des développements dans le secteur, comme on a mentionné tout à l'heure en offre. Et je dis c'est moins s'appelle vocal qui détermine dans l'infrastructure de télécommunication. Tu es capable de mettre par exemple une infrastructure pour des appels vocaux uniquement. Mais je dis à la emprise que donner gain sur l'infrastructure, ouais, avec WhatsApp, Facebook, et c'est à demander pour capable de gagner l'autre niveau d'infrastructure. Okay. C'est ça que l'opérateur eux-mêmes te comprennent bien bonheur. Il fait que tu demandé qu'on attelle pour autorisation, licence pour déployer un réseau 4G LTE qui peut garantir un meilleur dimensionnement de services, etc. et une meilleure capacité et débit de communication pour entrer dans haut débit et permettre que la qualité de communication améliorée. Donc, je dis à la dossier 4G LTE est intimement lié à la question qualité de service. Là. Ouais, ou pas qu'à résoudre pendant ma parler avant là problème qualité de service là sans que ou pas considérer que actuellement gagné un opérateur qui demande l'état autorisation alors les deux opérateurs demandent l'état autorisation pour faire des tests sur question 4G LTE. Ça qui ont fait depuis un bon petit temps moi a fait qui fait promotion. Il y a des équipements qui installés et lors des équipements installés il y a l'autre équipement qui démobilisé dans série de zones. OK? Donc quand il y a licence 4G LTE, attribution licence 4G LTE, pour déterminer que l'autre zone est capable de gagner équipement 4G LTE et que l'amélioration de qualité de service est capable de faire de manière. Nous vendons licence ça déjà? Non, pas encore. Et nous invitons opérateurs il y a quelques mois, deux mois de cela, pour venir signer un contrat de concession. Et pour qui ça? Parce qu'après, nous finissons d'élaborer la cartographie. Et nous, faiblesse infrastructure, nous élaborer un cahier des charges pour nous capables de garantir selon ça, le président de la République promet que quel que soit le côté dans le pays, ou capable de communiquer sans problème. Cahier des charges est là. Et le contrat de concession est là. Et là où le problème est posé, c'est la question barème de redevance. Comme? Oui. Et entre nous. Exploitation. Combien qu'on a demandé? Exploitation 4G LTE, li assujetti à d'abord un droit d'entrée, parce qu'il ne s'agit pas d'une simple évolution technologique, c'est une révolution technologique qui pourra durer quelque part. Oui. Et li demander qu'on y a là tout pour payer à l'État redevance pour qui ça? Parce que l'État désengagé de l'exploitation secteur au profit du secteur privé. L'État qui a un monopole là. OK? Il est capable pas de gagner ressources d'investissement pour mettre 400 millions de dollars, etc. Il fait privé à venir. Mais ce n'est pas sans la contrepartie de ces redevances. Et redevances, il pas dans le contrat et opérateur, le TAP signé il y a 10 ans de cela. Oui. Donc je dis à là, je viens poser problème pour accepter de payer ces redevances qui de l'ordre de 5%. 5% c'est de chiffre d'affaires opérateur qui 5% sont moyennes internationales parce que oscille entre 3% dépendamment de l'économie à 7%. OK? Nous estimons que opérateurs ont bien pour faire des investissements dans le réseau que vous avez là pour garantir nos infrastructures et que nous avons besoin à travers le cahier des charges que nous élaboré. Donc nous dit les faire pour nous rester dans la moyenne. Il n'y a pas dans la responsabilité du directeur général qu'on a tel pour le tas dit et que ce n'est pas 7% parce que nous admettons qu'il y a des déficits en matière économique que nous gagnons par rapport au secteur télécommunications qui générait pendant 10 dernières années 700 millions de dollars annuellement. Ça qui fait 7 milliards de dollars sans que l'État n'ait jamais de contrepartie et de redevance. Attendez. Ah oui. Où est-ce que ça encore? Secteur télécommunications généré pendant 10 dernières
année, une moyenne annuelle de 700 millions de dollars américains. Ça qui fait 7 milliards de dollars que le secteur a généré. Alors, tous opérateurs confondus. 700 millions l'an? Oui. OK. Mais continuez. Sans que l'État pas gagné la contrepartie de redevance qui t'a devenu naturellement pour lui. 10 dernières années, ça? Oui, pendant 10 dernières années. Et l'État a même dû faire pour financer le PSUGO, un artifice de augmenter le tarif pour prélever 5 centimes sur appel entrant internationaux. C'est un artifice que nous n'avons pas même besoin de faire si nous avons gagné 5% de redevance. Ça veut dire que si nous avons jusqu'à là, l'État pourquoi prendre 5% ça? Non, non. Il n'est pas dans le contrat opérateur qui a... Au départ, il n'est pas dans le contrat. Donc nous-mêmes, nous entendons rétablir pour permettre que l'État... Déjà, la pas bouche l'ouvrir avec... Et puis, c'est pas comme on peut dire ça, j'aime te dit tout à l'heure, un bagage prohibitif. On suppose, alors, l'opérateur dominant a déclaré pour cette année 360 millions de dollars de chiffre d'affaires. 5% représente 18 millions de dollars annuels. C'est pas extraordinaire. Et m'a dit à titre indicatif que le Téléco a désengagé le secteur 68 millions de dollars qu'on fait annuellement. Dans la dernière année, dans les cahiers de la BRH, on a vu que Téléco, dans la dernière année que l'a quitté, c'est 68 millions de dollars que le qu'on fait. Il n'y a pas de 200-300 millions de dollars pour l'investir, pour être capable de capter les 500 millions, 600 millions de dollars que tu as dans le marché. Donc on a fait droit au privé. Mais les 68 millions de dollars que Téléco a fait dans l'époque, c'était après ou fin retirer frais d'exploitation, c'était pour le compte du Trésor public, de la BRH qui était actionnaire majoritaire et Trésor public. Donc, je dis à la, ou pas capable, ou tu as fait 68 millions de dollars, bah ouais, qui était pour, et puis, ou pas fait, ou à zéro quasiment. Mais, Natcom, nous avons environ 40% là-dedans. Et ça, moi, là, je suis un petit gap d'ail. Comme on a un petit gap d'ail, tout le monde est bien content. Combien d'années Natcom depuis là? 7 ans, si je ne m'abuse. Pendant tous 7 ans, on a 79 millions de coups. 1,2 million de dollars approximativement. Et c'est à la BRH pour le compte des 40% que. Mais il faut dire que Natcom n'est pas payé, on t'a dit, droit d'entrée dans le secteur, puisque c'est sur les bases de la Téléco que l'IVIN est rentré. Donc, je dis à là, nous-mêmes, en tant que régulateurs, comme pour nous, c'est un opérateur même genre avec tout l'autre chose, lui assujetti au paiement à la fois des droits d'entrée et des 5% de redevance. 5% ça, peut-être c'est 5% de 40% de l'État plus 5% de 60% que l'autre opérateur a gagné qui a bien joindre le Trésor public. Donc là, nous comprenons la raison qui fait comparer pour qu'on signe portabilité. C'est parce que 5% de redevance annuelle là, il faut faire une droit pour bon, on a invité les opérateurs à venir signer sur la base de ce barème de redevance et d'un cahier des charges. Ça fait environ 2 mois depuis Naptonio. 2 mois. Donc, ils ont demandé d'analyser de plus près. Mais ça fait plus qu'un an que nous avons négocié avec eux. Et sous question. Parce que la demande pour la licence de 4G LTE remonte à près de 2 ans. Là, nous-mêmes, nous rentrons, nous voyons une évaluation qui était faite de coût des droits d'entrée. Et que nous avons délié de lui parce que il n'est pas basé sur une comparaison internationale qui était appropriée. Tout à fait. L'idée de l'ordre de entre 10 et 15 millions de dollars. Le nous pour nous finir, parce que Régie a appelé VDA pour Régie et ça fait un bon petit temps. Si vous comprenez bien, et dernière précision, le directeur général et Konatel qui est avec nous, amélioration qualité service comparé téléphone à nous lié avec exploitation 4G LTE. Pour qui ça? Parce que opérateur dans le contexte test que tu as fait, ok, tu as dit déployer de nouveaux équipements qui sont totalement accessibles et démobiliser d'autres équipements sous anciens réseaux que tu as gagnés qui viennent fragiliser la communication et au jour le jour de la population. Monsieur, merci beaucoup pour passer ensemble avec nous à ce soir. C'est moi pour remercier vous et je suis toujours disponible pour SACAP pour toute information qui est gagnée autour du secteur. Parce que
information pas seulement technique, la régulateur. Information, c'est une information sur un jeu. Décision que nous prenons au jour le jour qui impacte que nous prenons gagner sur la vie nous, sur l'avenir pays. Ouais. Tout à fait. Et je pense que c'est essentiel que nous communiquions le plus que possible sur la question. Voilà, merci à vous qui avez suivi l'émission Haïti 58. Invitez-nous à ce soir, c'était le directeur général Konatel, Jean-David Rodney. Avec lui, nous sommes abordés plusieurs points, plusieurs sujets, et nous déjà dit merci parce que toujours été disponible pour Haïti 58. Restez ensemble avec nous sur Télévision, après notre pour l'autre sortie. Bonsoir.